4 dromadaires dont Pedro d'Alfa Rubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire. La photo, c'est la chasse. C'est l'instinct de la chasse sans l'envie de tuer. C'est la chasse des anges. On traque, on vise, on tire, et puis clac. Au lieu d'un mort, on fait un éternel. Et voilà encore quelque chose. Un sculpteur a éternisé un certain visage avec un certain regard. À ton tour, avec la photo, tu éternises ton propre regard sur ce regard. Et moi, je regarde la photo qui regarde. Nous sommes une espèce d'art inférieur. L'art de regarder l'art. L'art, mes frères, n'est pas inférieur ou supérieur, il est l'art. Il n'y a pas toujours de quoi s'en vanter, c'est pas une qualité, c'est une nationalité, si tu veux. Un Chinois bossu ne cesse pas d'être chinois. Encore. Il y a la vie, il y a son double. Et la photo appartient au monde du double. Eh. D'ailleurs, c'est là qu'il y a un piège. À force de t'approcher des visages, tu as l'impression que tu participes à leur vie et à leur mort de visages vivants, de visages humains. Mais c'est pas vrai. Si tu participes à quelque chose, c'est à leur vie et à leur mort d'image. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire modestement de la photographie, c'est qu'elle fait plaisir. Le nombre de fois où je me suis fait dire merci par des gens qui savaient très bien qu'ils ne verraient même pas leurs photos, même dans des situations bizarres. Et des dames qui se font coiffer, par exemple. La baronne Staff leur déconseille même de se montrer à leur mari. Bon, ça, c'est Paris, c'est Babylone. Mais en Corée, à Pyongyang, j'entre comme ça pour voir, et toutes les dames se mettent à rire. Alors, pourquoi, à Cuba, des coiffeurs qui opéraient à ciel ouvert et en plein jour se sont mis à me poursuivre en hurlant et en brandissant leurs ciseaux? Ça, c'est mystère. Et ça, c'est la devise de tous les photographes. C'est vrai qu'on triche. Entre le cercle polaire et le fond du Negev, il se passe forcément des choses. Le soleil se lève, entre autres. Eh bien, c'est comme pour les gens saisis à l'improviste, on ne peut pas se défendre d'un certain sentiment de possession, comme si ces aubes, on les avait organisées. Puis, je sais pas, ce sentiment de rassembler le monde, de le réconcilier, de mettre tous les fuseaux horaires à plat. Ça doit faire partie de la nostalgie de l'Éden, qu'il soit partout la même heure. Moi, je ne résiste pas à ce genre de film qui vous promène d'une aube à l'autre en disant des trucs comme il est 6 heures sur toute la Terre, 6 heures sur le canal Saint-Martin, 6 heures sur le Utah-Canal en Suède, 6 heures sur la Havane, 6 heures sur la cité interdite de Pékin. Le jour se lève sur Bruxelles et sur Prague, sur Téhéran et sur Berlin. Le dernier passant de la nuit sur le parvis Notre-Dame et dans une rue d'Amsterdam les premiers du jour. Il y a déjà du monde sur la promenade des Anglais, mais un seul Chinois sur la promenade des Chinois. Les fontaines de la Villa d'Est se mettent à couler à la même heure que celles de Rome. Les jolies nymphes de la Piazza Eccedra. Un train entre en gare de La Ciotat. Un train entre en gare de Jérusalem. Une gare de sous-préfecture pour la Jérusalem terrestre. Les trains chasse-neige attendent en gare de Kiruna. De la gare de Tokyo sort le train le plus rapide du monde. Il croise des trains de banlieue pleins de Japonais qui dorment encore. Déjà épuisés, déjà mangés par la ville. Il y a de nouvelles affiches dans le métro de Paris. Et dans le funiculaire de Lausanne, des pancartes cabalistiques. Un cochon yougoslave considère la journée à venir. À Paris, les jeunes filles se présentent à un concours d'idoles. À Santiago de Cuba commence une opération à cœur ouvert.
ghettos de Cuba, les corps les plus libres du monde. Le jeu de la rue commence. Des trottoirs de Santiago aux trottoirs de Tel Aviv, aux trottoirs de Moscou. Au studio Mosfilm, Tatiana Lavrova se prépare à tourner. À La Havane, on distribue des pièces capitalistes, c'est-à-dire des pièces détachées de voitures américaines ou françaises, comme ce modèle 1950 annoncé à Shanghai et qui n'est jamais arrivé. Un chien soviétique à Moscou, un chien bourgeois à Paris, une parfumerie d'Oslo qui invoque la Nefertiti de Berlin, loterie à Cuba, loterie à Lisbonne, et pour le japonais sa petite loterie personnelle, le pachinko. Des Chinois inventent un meeting, des Coréens inventent un meeting. Ils croisent des porteuses de fardeaux, des jonques aux gros yeux. Le jeu de la journée commence. Et dans toutes ces foules, il y a des gens différents des autres. Ils se distinguent par leur robe, par leur uniforme. Et du haut des balcons des villes, ils entendent la voix infatigable qui dit « Un jour, tout cela vous appartiendra ». Говорит Москва. На ремонт. Fermé pour réparation, pas de doute, c'est Moscou. C'est le bâtiment des Spoutnik et des Vostok à l'exposition industrielle. Ceux que les petits Coréens applaudissaient quand j'y étais comme des victoires des socialistes. Qu'est-ce que c'est maintenant? Des victoires du révisionnisme? Un jour, on y verra des Martiens, c'est sûr. En attendant, on y décrit les fusées géantes, les stations de l'espace. C'est un endroit fabuleux. Ça, c'est pas New York. Non. 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 C'est Qu'est-ce que c'est le maintenant, musée de les l'air à Victoires? Meudon. Qu'est-ce que c'est que Les maintenant, Martiens. Non. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est plus artisanal, mais c'est l'autre bout de l'histoire. C'est la même histoire. Pas tout à fait la même. Nagesser et Gagarine, pas pareil. Oh! Quoi, oh. Oh, bah, ça, c'est du romantisme. Parce que tu avais 10 ans au moment de Nagesser et Colli. Non, mes bons amis, non, pour une raison bien simple, c'est qu'à ma connaissance, aucun chien n'a jamais traversé l'Atlantique en avion. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, révisionnisme? Tu demanderas à Crick, il était en long. Oui, parce que toi, t'es pas foutu, mais m'expliquer. C'est là qu'ils achètent leurs chiens, les cosmonautes? Les cosmonautes, je sais pas, mais les piétons, oui. C'est le marché des animaux à Moscou. Сорока белобока на заре вставала, на заре вставала, стряпню запевала, воды наносила, тесто замесила, дров напилила, печку распалила. Ну что за хозяюшка? А ворона-барабона по лесу летала, на Сорокину стряпню гостей созывала. Вы пташечки, канарейки, слетайте-то, собирайтесь. Pourquoi est-ce que j'aime tant les Russes? У нас праздник. Ça doit se voir un peu sur mes images. Il faudrait leur faire comprendre. Je ne suis pas naïf. Je sais bien que ces mêmes gens que j'ai photographiés dans un moment de bonté ou d'humour, ce sont les mêmes qui peuvent applaudir quand un écrivain est condamné à 7 ans de cabane parce qu'il a déplu à 2 douzaines de vieux crabes. Les mêmes. Ceux qui sont capables de jouer comme des gosses avec une roue volante ou un pistolet à eau. C'était des pics, des pistolets à eau. Dans la semaine où on les a importés d'Allemagne de l'Est, on ne pouvait pas sonner à la porte d'un ami sans recevoir un jet d'eau dans la figure. Ça fait déjà un bout de temps. Souviens-toi, Varvara. C'était encore le temps du mausolée biplace. On descendait encore la Volga à bord du Joseph Staline. Et il faudrait encore un hiver pour que les petits chaperons rouges puissent traverser le parc Gorky sans rencontrer de moustache. C'est là-dessus qu'ont débarqué les 10 000 participants du Festival de la Jeunesse. À bord d'un bateau qui s'appelait Molotov quand il avait quitté Leningrad, et Baltica quand il y était revenu. C'était encore mieux que les pistolets à eau. On voyait dans les rues des espèces de petits systèmes planétaires, un étranger au centre, et tout autour les moscovites qui jouaient avec. Tout ce qui allait secouer les idées toutes faites des Russes sur les étrangers, mais encore bien plus celles des étrangers sur les Russes, était déjà contenu dans cet été-là. C'est l'été où on a entendu pour la première fois les soirs de Moscou, de Solovyov-Sedoï. C'est l'été où des milliers de gens ont découvert la gentillesse russe, la curiosité russe. Et
Cette force du cœur qui fait que là-bas, l'amitié charge, comme la cavalerie. C'est aussi l'été où on a vu pour la première fois les filles jouer avec les signes d'une coquetterie étrangère. Et pour la première fois depuis la guerre, le drapeau américain déployé. Mais celui-là, il devait revenir moins innocemment 2 ans après à l'exposition américaine de 59. C'était la grande opération séduction. Abraham Lincoln avait épousé Marilyn Monroe. Et ils avaient eu beaucoup de petits frigidaires. Les Russes considéraient tout ça avec beaucoup de sérieux, une pointe d'envie, mais beaucoup plus de jugeote que prévu. On avait mobilisé Brian Anderson et Mickey Mouse, qui s'en trouvaient tout rajeunis. Évidemment, la plupart des hommes se concentraient sur les bagnoles et la plupart des femmes sur les présentations de mode. Comme on sait que les Russes aiment les livres, il y avait une belle bibliothèque et on y trouvait même la question d'Henri Alleg. Suivez mon regard. Ce n'est pas nous, Américains, qui irions faire une guerre coloniale. Le lieu des plus grandes joies, c'était bien sûr la distribution des bols en plastique sortis tout chaud d'une grosse machine. Et celui des plus grandes perplexités, bien sûr, l'exposition d'art contemporain. J'aurais voulu aussi qu'ils voient ce morceau de cargo, le Coubre. Vous savez, celui qui est exposé dans le port de la Havane. Et dont les Cubains ont fait un monument simplement par le changement de regard. Là, je devrais me lancer dans un grand éloge du regard russe. Et si je dis tout ce que je pense, je vais me faire traiter de raciste. C'est pourtant vrai qu'il existe une ligne du regard, comme une ligne de la vigne. Il n'y a pas de regard américain, pas de regard scandinave, il y a un regard nègre, un regard juif, un regard russe. Si je dis que c'est une lumière qui brille chez les pauvres et qui s'éteint chez les riches, je vais me faire engueuler par les Russes. C'est aussi le regard des icônes. Parlons-en des icônes. Un peuple qui a eu cette peinture-là, qui a ce regard-là, et résultat, la galerie Tretiakov. C'est tout de même curieux que les Vikings aient su ce que c'était qu'une forme, et pas seulement une forme utile, une forme belle à couper le souffle, et que des académiciens soviétiques n'aient pas l'air de soupçonner que ça existe. C'est vrai que maintenant il y a une espèce de pop art officielle qui est chouette, mais tout de même. Alors on enchaîne. Moi je voudrais pouvoir mettre tous les défenseurs de l'académisme dans un grand bateau. Et le couler. Non. L'amener en rade de Cienfuegos à Cuba. J'ai un ami, il s'appelle Samuel Feijo. Il dirige là-bas une école pour les paysans. Et regardez, voilà la sculpture d'un paysan. J'ai appelé ça la faim. Avec ce commentaire, la faim n'a pas de visage. Et celui-là, la pensée. Tu sais, ça ne vaut pas seulement par rapport au réalisme socialiste. Ah, bien sûr, ça s'adresse aussi bien aux avaleurs de Joconde. Quand une paysanne de Dalecarlie découpe des images de voitures, elle les colle sur son lit parce qu'elle en a besoin. C'est un mouvement vers l'art plus vrai que de suspendre une reproduction de Van Gogh au-dessus d'une commode de Lévitan. Tu parles du pape, bien entendu. Bien entendu. N'empêche qu'il n'y a pas que la galerie Tretiakov à Moscou. Oh non. Non, et il y a le musée Pouchkine avec des Picasso et des Renoir. Admirable. C'est là que les Russes viennent apprendre que la peinture existe. Ils disent quelquefois qu'ils ne comprennent pas Picasso, mais ils ont une façon de se planter devant lui en disant « Alors, quoi ?» Et Picasso est forcé de répondre. Tandis que 3 quarts du temps, les regards d'approbation des Parisiens qui comprennent, ben, Picasso, il s'en fout. Il cause. Mais qu'est-ce qu'il dirait s'il était né russe comme moi? Quand il photographie une réclame de maquillage, une chemise extravagante avec Brigitte Bardot, Lucia Bosé et Marina Vladi, la version moscovite de la Vespa ou une vendeuse de la rue Gorky. Quand il trouve un orchestre de jazz au fin fond de la Sibérie ou un self-service dans la banlieue de Moscou,
Il a beau délirer sur le regard russe et sur l'âme slave, il pense en européen. Il pense dégel, élévation du niveau de vie, libéralisation, confort. Bref, un virage pris vers cette société de consommation qu'il accablait de sarcasme quand il la voyait réaliser. Entre les bourgeois qui se réjouissent déjà de voir la honte de la famille rentrer dans le rang et la nouvelle génération romantique qui saute à pieds joints par-dessus le stalinisme et qui rêve d'un impossible 1917, entre les Russes qui ont bien gagné le droit de souffler un peu et les Chinois qui leur font les cornes, nous nous retrouvons tout seuls, nous, les fils d'émigrés. Nous avons appris d'autres pays, nous avons appris d'autres langues, et en dépit de tout, nous gardons au cœur une patrie imaginaire pour laquelle nous sommes exigeants, sourcilleux, injustes. Quand nous allons là-bas, ce n'est pas pour nous émerveiller de ce qui ressemble de plus en plus à l'Occident. C'est pour étendre aux dimensions d'un pays la tendresse dont nous avons fait l'apprentissage entre des pères décorés, des mères bavardes et des petites sœurs avec des nattes. Ah, tiens, voilà quelque chose d'un peu différent. C'est encore une présentation de mode, mais à l'usine, pendant la pause. Mode masculine aussi. Oui. Les dames, là, suivent d'ailleurs attentivement, tandis que les hommes finissent par se désintéresser complètement de la mode féminine. Ah, tous des mouches. Bon. Tu aimes Moscou? Ben, j'ai détesté Moscou la première fois. Parce que c'est vrai, à part les monuments, c'est pas une ville très, très belle. Puis un jour, je sais pas, tout a changé. J'ai compris que cette ville n'est rien sans ses habitants. Bon, c'est pas évident, vous savez, il y a des tas de villes qui se passent très bien de leurs habitants. Mais si on n'a pas de liens, mais de vrais liens, des liens russes avec les moscovites, avec des moscovites, ben, on passe à côté. C'est comme dans leur piscine d'eau chaude au milieu de la neige, c'est la rencontre de deux mondes, une frontière entre l'été et l'hiver. Et là maintenant, j'aime Moscou. J'aime. Là aussi, c'est probablement la seule capitale du monde dont on puisse dire ça. J'aime ce qui reste de campagnard dans le rythme de la rue. Bon, la plage de Dynamo, ce n'est pas Coney Island, c'est la Grande Jatte. Et le métro, c'est le Palais des Mirages. C'est aussi la seule ville où on respire. Il est cerné par les jardins, par les parcs. Et les gens vont y regarder des vrais poires, des vraies pommes, comme nous regardons les braques et les sésames. Tiens, même les tables des joueurs d'échecs au parc Gorky ont l'air de noces campagnardes. Dis donc, la Grande Jatte, le Palais des Mirages, la Grande Roue. C'est ta nostalgie de 1900 que tu aimes dans Moscou. Bon, je crois qu'on a tous un mythe de 1900, qui est simplement l'image d'une époque où il y avait de l'espace autour des gens, où il y avait le temps de se regarder et de respirer. Oui, c'est ça le côté 1900 de Moscou. C'est la limpidité des gravures de la bibliothèque rose. Sauf qu'on a mis des petites filles d'ouvriers dans les traîneaux, des petites filles modèles. C'est joli. C'est encore Moscou? Non, mais c'est un monastère russe. Le sonneur de cloche est, dit-il, un ancien marin du Potemkin. Oh, c'est pas vrai. C'est sûrement pas vrai. Mais rien n'est très vrai dans cet endroit. On a commencé par les moines. Ils sont nombreux. Non, une poignée. Voilà tout ce qui reste. Dans un affectoire construit pour une communauté de plusieurs centaines. N'accusez pas trop la propagande marxiste athée. Hein. C'est un couvent russe, mais il n'est pas en Russie. Il est au Mont Athos, en Grèce.
Et autour de lui, les couvents grecs sont dans le même état de décrépitude. J'avais marché toute la matinée. Je suis arrivé à Xéropotamou à l'heure la plus désespérante, le début de l'après-midi. Peut-être parce que la sieste en plein jour ressemble davantage à la mort que le vrai sommeil. Les couloirs étaient frais. Je n'y ai vu qu'un gardien qui a aussitôt disparu. Plus tard, un moine cuisinier m'a offert une poignée d'olives et un poisson séché, l'ordinaire de la communauté. Un autre triait des fèves. Les moines dormaient dans leurs cellules, les couloirs étaient vides. J'ai vu sur un mur une peinture naïve, la description d'un miracle. Sur un autre, le portrait de Métaxas, le dictateur fasciste disparu depuis 12 ans. Plus tard, j'ai fait la connaissance d'un jeune moine, un des rares jeunes moines de cet empire de vieillards. Il venait des îles. Un ermite m'a proposé de partager son ermitage. J'ai décliné. J'ai vu une chatte sur une table. C'était une entorse à la règle. La péninsule est interdite aux femmes et aux animaux femelles. Du moins quand on a le pouvoir de les interdire. En réalité, la règle dit interdit aux visages imberbes. Là aussi, il semble que l'on compose. Tous les monastères ont de très jeunes novices. Mais l'ombre de féminité qu'ils apportent n'est pas un allègement. Au contraire. Ah, ce n'est pas là qu'on verrait des dames se battre à coups de parapluie pour un pop, comme il est représenté au musée de l'athéisme à Leningrad. Où l'on explique qu'il n'y a pas de Dieu au ciel puisque les cosmonautes ne l'ont pas vu. On cite. Eh non. Je me demande si les moines du mont Athos sont plus avancés que les cosmonautes. Ce qui fut un des plus hauts lieux de la spiritualité en Europe est maintenant un lieu d'agonie. Certes, les rites continuent et les images sont là. Mais ce n'est pas au Pantocrator, au Christ de gloire, que ressemblent ces visages qu'on rencontre là-bas. Pas même au Christ crucifié. Peut-être au Christ de Gethsémani. Au Christ abandonné. C'est bizarre. Personne ne croit plus en Dieu. Mais on parle du Christ d'un air entendu. On le cite, on le copie, on lui trouve des ressemblances. Les Japonais ont fait un no sur la mort du Christ, le premier no chrétien de l'histoire. On ne brûle plus les missionnaires au Japon, c'est un progrès vers l'indifférence. Fidel Castro a fait écrire sur les murs « Trahir les pauvres, c'est trahir le Christ ». Ça semble être aussi l'avis du Concile. Donc c'est utile un Christ. Il faut avoir ça chez soi. Mettez un Christ dans votre bonheur. Comme si même en se dispensant d'y croire, il était bien commode que quelqu'un, quelque part, soit chargé de porter toute la misère du monde. Nous vivons dans le château. Il y a pire que la tyrannie, il y a le silence. La distance entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. L'impossibilité de communiquer. La seule frontière de race, c'est le château. Les pauvres vivent à son ombre, puis y grandissent. Quand ils ouvrent les yeux, comment les leur refermer? Eh bien, un jour, j'ai vu des pauvres heureux. Oui. C'était à Nanterre, au bidonville, le premier jour d'indépendance algérienne. Ils étaient heureux.
Un instant de bonheur payé par 7 ans de guerre et 1 million de morts. Et le lendemain, le château était toujours là. Et les pauvres sont toujours là, jour après jour. Et jour après jour, nous continuons de les trahir. Comment ça se dit éléphant en russe? Slon. Slon. Bah, c'est l'évidence même, oui. Un éléphant à qui on demande son nom ne peut dire que Slon, Slon, Donc, les éléphants sont riches. Voilà. Eh ben, l'éléphant de Moscou habite à un endroit merveilleux. Le coin de Dourov, c'est ça? Est correct? Dourov. Dourov était un génie qui avait découvert que les rapports entre les espèces peuvent passer par la confiance. Une petite fille passe des heures dans la cage d'un raton laveur, elle le met en confiance, et à la fin, le raton lave son linge. En famille. En public, pour lui faire plaisir. Le travail est devenu une autre façon de jouer. Donc, si je te suis bien, tu es pour le dressage des enfants en douceur. Tu penses que par la confiance, on peut obtenir des citoyens laveurs aussi parfaits que des ratons. Non, je pense qu'on nous scie les pieds avec la loi de la jungle, et qu'il y a aussi la loi du jardin. La jungle et le château des bêtes, et leur jardin. Pourrait également nous servir de modèle. C'est ça. Comme au théâtre, côté château, côté jardin. Celui-là. Il joue. Il joue avec un chat. Mais le chat ne joue plus, il est mort. Étranglé. Il y a une formule pour l'univers. Il n'y en a pas pour l'enfance. Rien ne peut rendre compte à la fois du gosse de riche et du gosse de pauvre. Ni du petit asiatique qui crève de faim, ni des petites Irlandaises qui mendient dans la rue, ni des petits nègres, ni de la petite écolière persane en sarrau noir, ni de la petite arabe. Il n'y a pas plus d'enfants unis que de nations unies. Les enfants sont d'abord ce qu'ils mangent et ce qu'on leur apprend. Ce serait bien rassurant qu'il existe une patrie des enfants au-dessus des patries, une classe des enfants au-dessus des classes ou au-dessous, et qu'elle soit la confiance, justement. Mais les enfants ne sont pas une patrie, tout au plus une famille. La grande famille des hommes. Bon, entendu, les hommes sont une famille, les Atrides aussi. J'aimais la coquetterie des ouvrières coréennes. Je leur imaginais un rapport nouveau avec le travail. Et j'y ai repensé quelques années plus tard en visitant encore une pêcherie en Islande cette fois. La différence entre ces ouvrières n'était sûrement pas d'abord dans le niveau de vie, ni dans cet ingrédient difficile à peser qu'on appelle le bonheur. C'était très exactement cela, un certain rapport avec son travail. Le travail, un poids sur la vie ou un sens donné à la vie. Une nécessité subie ou une nécessité partagée. Un fardeau ou une monture.
J'avais demandé à suivre la journée d'un jeune travailleur. Naturellement, on m'a penché sur un héros. Le premier à l'étude, le premier au chantier, le premier au loisir, assommant. Du coup, je n'ai plus rien demandé, et c'est pour mon compte que j'ai essayé de surprendre la douceur coréenne, la gaieté coréenne, et surtout la métamorphose de ces femmes d'Asie qui, à elles seules, justifieraient toutes les révolutions. La guerre était encore toute proche. Il suffisait de peu de choses pour en retrouver la couleur ou en provoquer les échos. Recueillis dans les mémoires, ravivés par les images et les slogans, je m'étonnais moins de sentir sa présence que de découvrir aussi bien son absence. Dans la nonchalance d'un homme, dans le sourire d'une femme harnachée de son bébé à la coréenne comme un kangourou distrait, dans l'animation d'un dialogue de paysans au bord du trottoir, et dans l'émerveillement absolument dépourvu d'impartialité que j'éprouve toujours devant les enfants aux yeux bridés. Les Coréens, c'était aussi la beauté. C'était aussi la science. Une science qui va très loin, qui remonte au temps où ils avaient inventé l'imprimerie, avant Gutenberg, le cuirassé, avant Potemkin, et 1000 manières de vivre ou de peindre que les Japonais leur ont pris avec la reconnaissance que l'on sait. Je ne joue pas ici la Corée éternelle contre la Corée populaire. Ces danses intemporelles, je les ai saisies à l'heure de la pause. Dans une usine, dans un club d'ouvriers au bord du Pacifique. Dans le temps. Mais avant d'en finir avec la Corée, un mot encore. J'ai quitté ce pays où j'avais travaillé, où j'avais des amis. Et depuis, j'ai reçu d'eux des télégrammes, des vœux, des images, des magazines et des tonnes de brochures. Mais jamais une seule lettre. De Cuba, j'en reçois. Tout le monde en reçoit. Nous étions quelques-uns à garder une lettre toute fraîche dans la poche certains soirs à la Mutualité, au meeting de protestation contre le débarquement de la baie des Cochons. Le proscenium était garni des vedettes habituelles, et dans la foule, il y avait beaucoup de visages connus. J'avais isolé celui d'une femme âgée, à laquelle j'attribuais aussitôt un passé de militante, qui était peut-être pure imagination. Et tout de même, sa présence ici ce soir, cette expression tendue, je pensais qu'elle avait vécu entièrement une époque dont la plus grande part pour nous était immergée. 1917, le croiseur Aurore, les marins de Pétrograd, le lever de la tempête sur l'Asie. Elle appartenait à la seule génération dont la vie avait avancé pas à pas avec la Révolution, comme un arbre planté dans l'enfance. Un arbre pour lequel elle avait été attentive jusqu'à la passion, exclusive jusqu'à l'injustice. Et un jour, cependant, il avait fallu lever les yeux sur les crimes de Staline, sur le schisme de Mao. Le monde socialiste n'était plus le lieu d'une seule fidélité et d'une seule fraternité. Il fallait regarder en face ce cauchemar. Les héritiers des deux seules révolutions populaires du XXe siècle se disputant les voies, les alliances et jusqu'au territoire. Et cela encore au moment où certains de leurs frères étaient plongés dans la guerre contre l'ennemi commun. Car l'ennemi n'avait pas changé. Ici, en Europe, ailleurs, la lutte continuait avec les mêmes, contre les mêmes. La police ne s'y trompait pas. Elle ne s'y trompait nulle part. Ainsi, j'imaginais le drame vécu par cette femme. Le drame vécu par ces millions de militants à travers le monde qui avaient donné tout ce qu'ils pouvaient donner à quelque chose, croyait-il, disait-il, de plus grand qu'eux, et qui en fin de compte tirait d'eux sa grandeur. Il y a quelques années en arrière, une manifestation dans les rues. Voilà.
Oui, mais justement, on peut parler. Mais dis donc, on a l'air de s'amuser dans les manifs chinoises. Les seuls à tenter de prouver que les Chinois manquent d'humour sont les rédacteurs de journaux chinois. Celui-là, il manifeste tout seul? Non, il prie, dans une rue de Tokyo. Les Japonais se considèrent volontiers comme les premières victimes des Américains. C'est à voir. Est-ce qu'une bombe atomique sur Berlin aurait innocenté Buchenwald? Et là, qu'est-ce que c'est? Manif, à Oslo. J'arrive à Oslo. Les Pussycats sont là. C'est l'événement du jour pour les jeunes Norvégiens. Leurs parents ont des goûts plus classiques. Tout ici est luxe, calme et absence complète de volupté. De très beaux militaires coiffés d'un des plus étranges chapeaux de la planète, celui de Saint-Cyrien qui aurait fait la guerre de sécession, veillent sur les loisirs d'une population tranquille, reposée, reposante. Un conformisme sans agressivité. Quelque chose d'éternellement neuf, d'éternellement verni. L'absence apparente de troubles profonds, de menaces précises, tout cela lisse et apprête un peuple aimable et bien éduqué, dont la devise paraît être information, démonstration, crémation. Au sommet de l'arbre scandinave, la Suède. C'est à première vue le chef-d'œuvre des sociétés humaines, selon les critères de ce temps. J'ai rencontré un instituteur qui possédait 3 frigidaires. Les rapports de production y connaissent une harmonie probablement inégalée, et le prolétariat ne ressemble que d'assez loin à ce que nous avons coutume de désigner ainsi. Ajoutez à cela des créatures de rêve. Des villes, en tout cas une ville de rêve. Et c'est vrai, Stockholm est au moins en partie un modèle d'urbanisme. La plus belle actrice de tous les temps. Une irrésistible densité de poésie nordique dans l'air et un effort considérable d'éducation civique au sol, avec à portée de souffle la nature, la vraie. Ces paysannes à cortes, dont on n'est pas forcé de savoir que ce sont des étudiantes en vacances. Et par là-dessus, les plus beaux paysages du monde. Alors, cet homme scandinave, il vaut la peine de l'examiner de près. Il a tout. Vraiment tout ce que les 9/10 de l'humanité n'osent même pas envisager dans leurs rêves les plus fous. C'est vers son niveau de vie que tendent le nègre, l'arabe, le grec, le sibérien et même le milicien cubain. Il a tout ce que promettent les révolutions. Et quand on lui joue du Brecht, gratuitement d'ailleurs, dans les jardins de Stockholm, il ne perçoit vraiment pas le message. Alors, qu'est-ce qui leur manque? À mon avis, une seule chose, mais elle a son importance. D'être immortel. Ils n'ont plus l'espoir de s'embarquer sur les bateaux de pierre de leurs ancêtres. C'est bizarre la mort, vous savez, quand on ne croit plus à la vie éternelle. En face de la disparition totale, on devient drôlement exigeant, et il faut tout et tout de suite. Le côté potager des cimetières scandinaves n'arrive pas à leur masquer cette évidence-là. Leur bonheur n'est pas suffisant pour équilibrer une absence éternelle. Le léger ennui qui décolore la vie scandinave, on arriverait peut-être à l'accepter pour l'éternité. Il a ses charmes, mais pas pour une vie, pas pour une seule vie. La petite monnaie du néant, c'est la passion. La perfection scandinave offre un bonheur sans passion. Là, c'est pas le bonheur humain. C'est peut-être dans les cimetières qu'on mesure le degré de passion des papes. Au cimetière du Blocus à Leningrad, on ne cherche pas à faire oublier la mort sous les fleurs. On en connaît le prix. Tu vois, c'est la tombe du fils de Gorky, celle de Mayakovsky, celle de Tchekhov. Il y a des morts qui n'ont pas de tombe, ceux de Pompéi, ceux des camps, et quelquefois des tombes qui n'ont pas de mort.
Moi aussi, j'ai une tombe préférée. Celle de Webern, à Mittersill. Le fait que le plus grand musicien de ce siècle ait été tué sur le pas de sa porte un soir par un militaire en occupation, comme cela, pour faire respecter le couvre-feu, m'a toujours paru étrangement inaperçu. Et voilà. Ici, un voisin me montre l'endroit exact. Il est vrai que le militaire était américain. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé s'il avait été soviétique. Ah, je pense qu'on ressortirait cette histoire à chaque crise internationale. Mais c'est sûrement mieux comme ça. Le destin de Webern n'était pas de faire du vacarme, même par sa mort. Un homme qui n'était que chant a continué de n'être que chant. J'ai rencontré un homme qui avait vécu sa propre mort. C'était à Moscou pendant le festival de jeunesse. Il me semblait avoir vu quelque part la tête de ce Hongrois qui de temps en temps sombrait dans une espèce de distraction, d'absence. Bon, inutile de fabriquer de suspense. C'était un des types que le monde entier avait vu sur les photos des fusillades à Budapest. On avait dit que c'était des policiers, lui affirmait être soldat. Il me semble que dans les deux camps, la nuance a son importance. Bref, il avait survécu. Et maintenant, il parcourait les démocraties populaires en distribuant un petit dépliant de propagande qui racontait sa mort. Il y a ceux qui vivent avec la mort, qui la côtoient tous les jours. On voit quelquefois sur leur visage ce rictus, cet envers de sourire que l'on voit aussi sur les têtes des urnes funéraires. Ces urnes où Samuel Beckett enferme pour l'éternité un homme et deux femmes. Mais le jeu n'est pas égal. La femme entretient un rapport particulier avec la mort. Ce n'est pas parce qu'elle est plus courageuse, bien qu'elle le soit, ni plus patiente, bien qu'elle le soit aussi. C'est peut-être parce qu'elle sait qu'elle détient sans orgueil, ou sans orgueil, une réponse possible. Dans les couloirs des musées, dans les salles sombres et claires des musées, sous tous les prétextes, avec toutes les hypocrisies, sous ses formes les plus divagantes, les hommes ne cherchent qu'une seule chose, la réponse à une seule question, tout le désir du monde.
du soir au lendemain et vice-versa. C'est quand même l'offre la plus grande. Tiens, ça c'est une autre espèce de musée. Et puis, il dit assez bien ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il a écrit, celui-là? En 3 langues, la vie est moche. Das Leben ist langweilig. Et puis je suppose la même chose en suédois. Tiens, et celui-là. J'aime personne. On est un peu loin du jardin maintenant. L'important, c'est pas tellement qu'il soit loin, c'est qu'il existe. Qu'il existe à travers notre part la plus irréfutable, notre part animale. C'est pas un refuge, c'est là, c'est en nous. C'est aussi vrai que la cruauté ou la volonté de vivre. Il y a bien une loi du jardin qui s'exprime par des gestes très simples, par les gestes les plus simples. Ce n'est pas l'âge d'or, ce n'est pas le paradis perdu. Ça doit être le jardin où les paysans de Dalecarli ont représenté le cantique des cantiques. Oui, c'est vrai, quand on regarde autour de soi, c'est l'horreur, c'est la folie, c'est le monstre. Mais il y a déjà un maquis, une clandestinité du bonheur, une Sierra Maestra de la tendresse. C'est quelque chose qui avance à travers nous, malgré nous, grâce à nous, quand nous avons la grâce. Et qui annonce pour on ne sait pas quand la survivance des plus aimés. Mmh.